Parlons de la relation parent-enfant et surtout de cette urgence pour les parents de ne plus se laisser happer et manipuler par l'extérieur, mais de venir vraiment écouter leur cœur et de s'autoriser pleinement à écouter ce qui les traverse, à écouter cette vérité intérieure qui les habite, plutôt que d'écouter ce que l'on veut nous faire croire, et ce, sur différents plans. J'aborde cette thématique au-delà même du développement personnel que l'on entend de tous les côtés. Le but étant d'ouvrir une perspective plus vaste, avec l'espoir d'éveiller certaines consciences et ensemble de contribuer à faire bouger les choses. Même si les changements ne seront pas immédiats, c'est une évidence, mais ensemble nous participons à ce changement de l'humanité. Les principaux êtres qu'il y a véritablement à protéger ici sur Terre, ce sont nos enfants. Ils sont l'avenir, ce sont eux qui poursuivront ce changement dans le monde. Je rappelle que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes les enfants de la lumière. Cette lumière que l'on peut appeler Dieu, la source, peu importe, nous sommes de la poussière d'étoiles. Donc il est temps d'arrêter de s'identifier uniquement à notre petit personnage que nous croyons être. Vous êtes bien plus que ça. Nous sommes individuellement comme une goutte dans l'océan. Cette goutte est reliée au grand tout. Dans chaque goutte se trouve déjà l'océan qui représente cette source. Tout est l'œuvre du grand plan. Les parents du futur enfant sont les co-créateurs chargés d'accueillir et d'accompagner cette nouvelle lumière qui s'incarne sur Terre. Pour faire court et pour résumer, la mère accueille en elle ce processus. Elle représente la douceur, le yin, celle qui reçoit à l'intérieur, comme la symbolique du ventre de la mère qui nous accueille dans son amour inconditionnel. La Terre est une sphère, tout comme le ventre de la mère. Ce cercle symbolise cet espace qui accueille, qui réceptionne l'amour. Le Père, quant à lui, transmet la semence de la lumière. Il représente le yang, il met en mouvement le processus. Il transmet cette semence qui vient en quelque sorte ensemencer la terre. La terre peut alors représenter la mère qui accueille l'humanité, tandis que le Père divin ensemence la terre. Ce concept est important à assimiler, même si nous ne l'explorons aujourd'hui qu'en surface dans ce podcast, mais il est essentiel de le comprendre, de comprendre la dimension profonde du rôle des parents. Dans cette perspective, les enfants sont à protéger, à choyer et à être accompagnés. Nous sommes tous ces enfants issus de la lumière. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est la mission de tous les adultes. Ouvrir leur cœur à l'amour et offrir cet amour à un enfant. Donner de l'amour à un enfant, c'est être au service de l'œuvre de la lumière, que l'on soit parent, tonton, tata ou simplement en présence d'un enfant. Nous avons un devoir de protection envers ces nouvelles âmes qui arrivent sur Terre. Dans le cycle que nous traversons actuellement, elles sont porteuses d'une grande lumière. Ce sont elles qui, bien souvent, nous montrent simplement le chemin. Alors oui, nous nous étonnons parfois d'une génération qui semble avoir du mal, comme on peut l'entendre, à maîtriser ses émotions qui débordent. Mais c'est justement cette génération qui exprime et révèle l'ombre et toutes les dissonances. Et comme il est difficile de le percevoir, nous jugeons parfois les parents, nous jugeons parfois aussi les enfants. Il y a encore quelques années, les enfants faisaient, semble-t-il, moins de vagues. Non pas parce qu'ils souffraient moins, mais parce qu'à ce moment-là, nous étions dans des fréquences où tout n'était pas encore révélé. Nous gardions tout en nous. Nous ne montrions pas la souffrance qui était pourtant présente. Nous cachions les dissonances de notre éducation, de nos croyances, de nos blessures. Aujourd'hui, en tant que parents, il est important de savoir que la planète évolue et nos enfants arrivent dans d'autres fréquences. Et dans ces nouvelles fréquences, tout remonte à la surface. On peut le voir dans les actualités et dans le monde. Et oui, car aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas voir. Et grâce à nos enfants, nous nous exprimons à notre tour. Nous révélons ce qui était contenu jusqu'à présent. Du moins, quand on ne se laisse pas influencer par tout ce vacarme extérieur. Les enfants qui développent un trouble visible ne sont souvent que le reflet des dissonances présentes autour d'eux. Je dirais même qu'il n'y a pas d'enfant à problème. Il est vrai que pour ces enfants, il est déjà difficile de s'adapter à la fréquence lourde dans laquelle nous évoluons. Et pourtant, nous leur demandons sans cesse de s'adapter encore davantage à une société,
à des concepts, à des croyances. Mais tout cela n'est plus possible. Certains de leurs comportements sont le reflet de ce qui doit changer. Bien sûr, tout ne va pas se transformer ici et maintenant. C'est aussi pour cela qu'il n'est pas toujours facile de tenir la barre et de poursuivre son chemin. Pour certains parents qui perçoivent ces mouvements de transformation, il peut y avoir l'impression d'avancer à contre-courant, comme si nous fonctionnions à l'envers, alors que c'est tout l'inverse. Nous avançons dans un monde qui est depuis bien longtemps à l'envers. Et lorsque nous ne suivons pas la direction qui paraît évidente aux yeux du plus grand nombre, eh bien nous passons parfois pour des illuminés. Pourtant, lorsque le monde semble inversé, ce qui paraît évident ne l'est pas forcément. Et le temps que les choses retrouvent leur juste place, cela nous demande une grande force intérieure. Cela demande le courage d'oser vivre ce qui nous semble juste au plus profond de notre cœur, d'oser suivre ce que nous recevons intérieurement, même lorsque cela va à contre-courant des attentes, des habitudes ou des croyances collectives. De mon côté, j'ai la chance d'avoir un fils qui révèle très ouvertement tout ce qui est à l'envers. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais probablement pas été initiée à tout cela, je ne me serais peut-être pas rendu compte de toutes ces dissonances qui existent autour de nous, ou du moins pas à ce point-là. Grâce à lui, je trouve la force de faire évoluer les choses, pas uniquement pour mon enfant, mais pour l'humanité dans son ensemble. Car ensemble, nous participons à ce changement. Oui, ce n'est pas simple. Je suis passée moi-même par de grandes souffrances. J'ai traversé des périodes de doute, d'épuisement, d'incompréhension. Par moments, j'ai même eu l'impression que cette force me quittait, comme si je n'avais plus l'énergie nécessaire pour continuer. Mais en réalité, cette force, elle était toujours là. Elle est présente au plus profond de moi. Elle ne disparaît jamais vraiment. Parfois, elle se fait simplement plus discrète le temps que je me reconnecte à elle. Et lorsque je me relie à mon cœur, à cette vérité intérieure qui m'habite, je retrouve cette force, je retrouve cet élan qui me rappelle pourquoi je suis là et pourquoi je continue d'avancer. Car au-delà des difficultés, je sais que chaque pas compte, chaque prise de conscience compte. Chaque parent qui ose écouter son cœur contribue à sa manière, à faire émerger un monde plus juste, plus conscient et plus respectueux des enfants qui arrivent aujourd'hui sur cette terre. Je vais aborder maintenant quelques concepts, notamment celui des étiquettes que nous entendons énormément aujourd'hui. Type TDAH, HPI, TSA et bien d'autres appellations. Déjà, il est important de reconnaître à quel point nous sommes influencés par ces cadres. D'une certaine manière, ils viennent nous rassurer. Et oui, car si mon enfant a le diagnostic d'une étiquette d'un trouble, finalement que c'est lui le problème, eh bien je vais être rassurée. Et puis les choses peuvent commencer à s'apaiser petit à petit. Mais mon enfant, lui, ne change pas. Ou alors si, avec un médicament qui lui permettra de tasser tout cela dans un coin. Mais finalement, ce qui aura changé, c'est mon regard sur l'enfant. Ce n'est pas l'enfant, mais mon simple regard. Ah oui, il fonctionne comme ci, ou alors comme ça. Donc, au lieu de résister, eh bien, je vais m'adapter. Bien sûr, tout cela fait partie du chemin de l'humanité. Car je dirais d'une certaine façon, c'est une avancée, mais uniquement en surface. Car les enfants sont simplement le reflet, le miroir de tout ce qui demande à être vu en nous. Cet enfant intérieur qui aujourd'hui a besoin de s'exprimer. Il est temps que nous prenions notre responsabilité et d'accepter de changer nous, d'aller voir en nous afin d'observer notre enfant différemment. Et croyez-moi, votre enfant n'aura plus de problème. Je ne parle pas bien sûr de peut-être certains troubles qui sont un peu plus poussés. Et je ne diffuse pas cela pour qu'un parent se culpabilise, car dans tous les cas, nous faisons de notre mieux et tout se passe comme ça doit se passer. Mais c'est justement en diffusant ce genre de message que nous pouvons accepter de se retourner vers nous-mêmes. Notre enfant est un cadeau, le magnifique miroir dont nous avons besoin pour se rapprocher de notre essence et de notre cœur. Pour reprendre les étiquettes, beaucoup de parents malheureusement qui suivent le courant extérieur peuvent s'enfermer dans ces cadres et finalement enfermer leur enfant. Il suffit de regarder les réseaux. Chaque jour, nous voyons apparaître des centaines de publications sur le TDAH, le HPI, l'hypersensibilité ou d'autres profils. Alors que l'on soit parent adulte ou parent d'un grand enfant, lorsque l'on nous présente une liste de caractéristiques, nous nous reconnaissons facilement. Ah oui, la frustration, c'est moi. Ah oui, j'ai du mal avec ça. Ah oui, je perds mes clés. Ah oui, je fonctionne comme ça.
Et peu à peu, ça nous rassure. Nous nous disons simplement, voilà, j'ai trouvé la case dans laquelle je rentre, j'ai trouvé l'explication. Nous appartenons à un groupe, nous avons une définition qui explique nos difficultés. Mais parfois, cette explication devient une limite. Parce qu'au lieu de nous demander ce qui dans notre vie, dans nos choix, dans notre environnement ou dans nos conditionnements pourrait être à l'origine de certaines souffrances, nous restons dans une forme de confort. Une zone de confort qui est souvent inconfortable, mais qui nous semble familière. Et nous nous disons alors simplement, c'est normal, je fonctionne comme ça. C'est normal, j'ai ce trouble. C'est normal, j'ai ces difficultés. Et nous cessons parfois d'explorer d'autres possibilités. Pourtant, avons-nous déjà envisagé qu'en sortant de certains conditionnements, en écoutant davantage notre cœur, en vivant plus en accord avec ce qui nous anime profondément, certaines difficultés pourraient peut-être diminuer, voire disparaître. Je ne fais évidemment pas de généralité. Il existe de véritables différences de fonctionnement, de véritables particularités, et chacun est unique. Mais je crois aussi que nous sommes parfois trop rapides à réduire une personne à une étiquette. Nous sommes tous différents. Et la personne qui semble moins performante dans un domaine possède peut-être un talent extraordinaire dans un autre. Peut-être que son intelligence n'est simplement pas celle que notre société valorise habituellement. Peut-être qu'elle doit découvrir sa propre force, sa propre intelligence créatrice. Quand je parle d'intelligence créatrice, je parle de cette capacité que nous avons tous à créer, à imaginer, à construire, à transformer notre réalité. Nous sommes tous des êtres créateurs. Nous créons par nos pensées, par nos choix, par nos actions. Alors réduire l'intelligence à quelques critères académiques ou à certaines performances mesurables me semble profondément réducteur. Chaque être humain porte en lui une richesse singulière qui ne peut pas toujours être enfermée dans une définition, un score ou une étiquette. Ces étiquettes au niveau scolaire permettent parfois de mettre en place certains accompagnements spécifiques, et cela peut être utile dans certaines situations. Mais malgré tout, l'objectif reste souvent de permettre à l'enfant de s'adapter au moule existant. On lui propose un accompagnement, mais toujours dans l'idée qu'il puisse entrer dans un cadre déjà défini. Ainsi, l'enfant grandit avec cette idée qu'il est différent, qu'il appartient à une catégorie particulière. Et parfois, on cherche à lui transmettre des apprentissages ou des manières de fonctionner qui, pour lui, n'ont tout simplement pas de sens à ce moment précis de sa vie, ou en tout cas, pas sous cette forme-là. Je ne dirais pas que tout cela est inutile, mais il arrive que certaines choses semblent déconnectées de ce que l'enfant est réellement en train de vivre. Pour revenir à l'enfant dans le cadre familial, il ne peut pas changer son environnement à lui seul. En revanche, il peut manifester parfois un mal-être visible qui vient interroger l'ensemble du système familial. Lorsqu'un enfant montre avec autant d'intensité certaines difficultés, ce n'est peut-être pas anodin. Il vient nous inviter à regarder notre propre vie, nos choix, nos fonctionnements, nos blocages. Il nous montre que nous sommes prêts à amorcer de grands changements. Nos enfants nous invitent à regarder plus profondément. Personnellement, lorsque je regarde le parcours que nous avons vécu, je me dis souvent que si j'avais écouté uniquement les discours extérieurs, mon fils serait peut-être aujourd'hui sous traitement médicamenteux. Il aurait peut-être suivi de nombreux parcours thérapeutiques, rencontré d'innombrables spécialistes ou été orienté vers des structures particulières. Et je ne dis pas que ces accompagnements sont mauvais ou inutiles, ils peuvent être précieux pour certaines familles et certaines situations. Je partage simplement mon propre cheminement. Car pour ma part, j'ai ressenti la nécessité d'écouter aussi autre chose, mon intuition, mon cœur, ce que je percevais profondément de mon enfant. Et aujourd'hui encore, je sens que le chemin continue. Je sais que tout n'est pas terminé. Je sais qu'il y aura d'autres étapes importantes, d'autres transformations à vivre, d'autres grands pas à franchir. Et aujourd'hui, j'accueille tout cela depuis un espace vraiment d'amour. Maintenant, je souhaite t'ouvrir à des réflexions. Concernant ces fameuses étiquettes, plutôt que de nous enfermer dans des catégories ou de nous définir à travers des termes comme atypiques, je crois qu'il est important de revenir à l'essentiel. Car finalement, nous sommes tous atypiques. Nous sommes tous uniques. La véritable question serait peut-être plutôt « Que se passe-t-il lorsque je reviens à mon centre ?» Lorsque je prends le temps de ressentir profondément ce qui est juste pour moi, au-delà des croyances, au-delà de ce que l'on me dit, au-delà des injonctions sociales, qu'est-ce que je souhaite réellement vivre ? Quelle vie ai-je envie de créer ? À quoi j'aspire profondément ? Je parle dans le fond, avant même la forme. Et lorsque nous nous posons sincèrement cette question, il arrive parfois que nous réalisions que certains changements importants doivent s'opérer.
Et cela m'amène naturellement à ce sujet de l'école. Combien d'enfants aujourd'hui expriment leur refus d'aller à l'école ? Certains disent simplement « je n'aime pas l'école », mais ils y vont malgré tout, ils s'adaptent, ils prennent sur eux. Et puis il y en a d'autres qui résistent davantage. Je pense notamment à mon propre fils. Aujourd'hui, il est dans une petite structure, une école à taille humaine, ce qui lui convient relativement bien. Mais il va prochainement changer d'établissement et je sens que cela va probablement ouvrir une nouvelle étape de notre chemin. Depuis qu'il est tout petit, cette question de l'école est présente. Et lorsque je regarde le fonctionnement actuel, je m'interroge. Je parle ici du système français, où la scolarisation est obligatoire dès le plus jeune âge. Mais est-ce qu'on se pose cette question ? Qu'un enfant a-t-il réellement besoin d'être à l'école aussitôt ? Pour beaucoup d'enfants, les premières années de vie sont avant tout un temps de construction affective, relationnelle et sensorielle. Ils apprennent naturellement par l'observation, par l'imitation, par l'expérience directe, par la relation avec leurs parents et leur environnement. Lorsqu'on y réfléchit, une grande partie des apprentissages fondamentaux se construit déjà ainsi. Alors bien sûr, on me répond souvent « Oui, mais les parents doivent travailler. Je ne peux pas garder mon enfant jusqu'à 6-7 ans. » Et c'est justement là que la réflexion va plus loin. Parce que derrière cette réponse se trouve tout un système de fonctionnement que nous avons intégré comme une évidence. Et lorsque quelqu'un propose une autre façon de voir les choses, on lui répond souvent « Mais comment ferais-tu autrement ?» Je crois pourtant qu'il existe toujours des solutions. Pas une solution unique, pas une recette universelle. Des solutions, des choix. Chaque famille est différente, chaque situation est différente, chaque parcours est unique. Mais il existe toujours des possibilités que nous n'avions peut-être pas envisagées. Bien sûr, cela implique parfois de remettre en question certaines habitudes, certaines sécurités ou certains conforts auxquels nous nous sommes attachés. Et je partage cela avec beaucoup d'humilité car moi aussi j'ai vécu comme tout le monde. Moi aussi j'ai suivi les modèles que l'on m'avait transmis. Et ce dont je parle aujourd'hui est le fruit d'un cheminement de prise de conscience qui se sont construites progressivement. Et je reste convaincue qu'il existe toujours d'autres manières de faire. Même lorsque tout semble nous dire le contraire, un enfant, lui, est naturellement relié à son élan de vie. Il reçoit intuitivement ce qui est juste pour lui. Cette perception, elle est immédiate. Elle ne passe pas par le mental. Et puis très tôt, nous lui expliquons comment sa journée doit se dérouler. On lui dit « tu dois te lever à telle heure, tu dois être prêt à apprendre de telle heure à telle heure, tu auras quelques minutes de pause, puis tu reprendras. » Et peu à peu, son rythme naturel doit s'adapter à un rythme extérieur. Et c'est comme ça que nous perdons, peu à peu, cet élan de vie, cette intuition. Car lorsque nous observons profondément la vie, nous constatons que l'être humain n'est pas conçu pour fonctionner de manière uniforme en permanence. Nous avons des élans, des besoins de mouvement, des besoins de repos, des besoins de concentration, de créativité et bien d'autres. Et cet élan de vie en tant qu'adulte, on a tellement été conditionné que nous l'avons bien oublié. Et nous pensons même que cela n'est pas possible. Nous découvrons souvent à quel point nous avons intégré des conditionnements. Nous sommes nombreux aujourd'hui à réapprendre ce que signifie réellement vivre, à réapprendre à écouter notre corps, à réapprendre à écouter notre intuition, à écouter notre cœur. Imaginez tout ce que nous sommes en train de réapprendre aujourd'hui, tout ce qui finalement nous a été enlevé. Et c'est précisément ce que les enfants nous montrent. Parfois certains avec plus de douceur, et d'autres avec plus d'intensité. Ils nous disent simplement par leur comportement « Je ne peux pas continuer à fonctionner comme cela. C'est pas ça la vie. C'est pas cela que je suis venue expérimenter. Je suis venue montrer autre chose. Que oui, c'est possible. » Et leur message nous invite à nous poser cette question essentielle. Qu'est-ce que vivre pleinement signifie réellement pour nous ? Ce que les enfants nous montrent, c'est peut-être simplement une autre manière de vivre. Ils nous rappellent quelque chose que nous avons oublié. Prenons un exemple très simple. Vous avez prévu votre journée, faire le ménage, les courses, réparer quelque chose à la maison, avancer sur différents dossiers. Et puis il y a cette petite voix à l'intérieur qui vous dit « Va à la plage, va marcher, va respirer, va te poser un moment. » Mais immédiatement, le mental répond « Non, je ne peux pas, j'ai trop de choses à faire. » Alors nous n'écoutons pas cet élan. Et pourtant, si nous l'avions suivi, que se serait-il passé ? Peut-être rien de particulier, juste respecter le besoin de son corps. Ou peut-être que cette sortie nous aurait amené à rencontrer une personne
à avoir une idée, à recevoir une information ou à ouvrir une opportunité que nous attendions depuis longtemps. Nous n'en savons rien, mais nous ne le découvrons jamais puisque nous n'écoutons pas cet appel intérieur. Bien sûr, rassurez-vous, il se manifestera sans doute encore une fois, mais encore faut-il écouter. C'est cela que j'appelle écouter son élan. Et les enfants fonctionnent naturellement ainsi. Un enfant écoute spontanément ses besoins. Il ressent quand il a besoin de bouger, quand il a besoin de se reposer, quand il est disponible pour apprendre, quand il a besoin d'explorer autre chose. Et très souvent, nous cherchons à faire entrer cette spontanéité dans un cadre rigide. Nous parlons beaucoup de cadre, mais le véritable équilibre, le véritable cadre, c'est la capacité à écouter ce qui est vivant en nous. Un enfant finit naturellement par trouver son rythme. Il se régule, il s'ajuste, parce qu'il est connecté à ses besoins profonds. Et ce rythme peut évoluer d'un jour à l'autre. Peut-être qu'un matin, il se réveillera plus tôt parce qu'il y a quelque chose qu'il a envie d'explorer. Peut-être qu'un autre jour, il aura davantage besoin de repos. Peut-être qu'il passera une heure concentrée sur une activité puis ressentira soudain le besoin d'aller courir dans le jardin. Et ce mouvement n'est pas forcément une distraction ou, comme on peut le dire aujourd'hui, un trouble. C'est précisément ce dont il a besoin pour intégrer ce qu'il est en train d'apprendre. Il ne peut pas l'expliquer, il sait. Il le sait en lui. Parce que le corps participe à l'apprentissage. Le mouvement participe à l'apprentissage, la vie. Nous-mêmes, adultes, vivons cela en permanence. Parfois, nous sommes en train de faire une tâche et nous ressentons soudain le besoin de boire un verre d'eau, de marcher quelques minutes ou de nous arrêter. Mais très souvent, nous nous répondons à nous-mêmes plus tard. Nous repoussons sans cesse les signaux que notre corps nous envoie. Et je ne parle pas seulement du corps, mais surtout de l'élan, de cette guidance que l'on ressent sans cesse. Car nous sommes guidés à chaque instant quand on écoute. Et c'est là que certaines questions émergent concernant les modèles éducatifs actuels. Car ils laissent parfois peu de place à cette écoute du rythme individuel. On entend souvent « mais plus tard, comment fera-t-il dans le monde du travail ? Comment apprendra-t-il à respecter un cadre ? Comment s'adaptera-t-il à la société ?» Mais justement, une personne qui grandit en restant connectée à ce qui l'anime profondément sera davantage capable de trouver sa place. Car si un jour elle choisit un métier, un projet ou un engagement qui fait sens pour elle, elle s'y investira avec élan, avec enthousiasme et avec le cœur. Et le supérieur ou le cadre ne sera pas une obligation, ne sera pas une contrainte, car l'élan du cœur sera là. Il n'y aura aucune résistance. La différence, elle est là. Elle ne fera pas les choses uniquement par obligation, elle les fera parce qu'elle y trouvera un sens. Et beaucoup de souffrances que nous rencontrons aujourd'hui viennent du fait que nous ayons appris à répondre aux attentes extérieures avant d'apprendre à écouter ce qui nous habite réellement. Nous avons appris à faire ce qu'il fallait faire. Nous avons appris à être raisonnables, à rentrer dans des cases. Mais nous avons parfois oublié comment écouter notre propre vérité intérieure. Et lorsque nous parlons d'enfants, il me semble essentiel de garder cela à l'esprit. Avant de les enfermer dans une définition, avant de les réduire à une étiquette, avant d'accepter sans recul tout ce que l'on nous dit sur eux, prenons le temps d'observer, d'écouter, de ressentir. Cela ne signifie pas rejeter toute aide extérieure ni tous les accompagnements existants, mais cela signifie simplement rester présent à ce que nous percevons profondément de notre enfant. Car derrière un comportement qui nous interpelle, derrière une émotion débordante, une difficulté, il y a un message. Lorsqu'un enfant souffre, lorsqu'il se met en difficulté ou qu'il exprime une détresse, bien sûr que cela mérite toute notre attention. Mais peut-être que la question n'est pas seulement comment faire disparaître ce comportement. Peut-être que la question, c'est aussi qu'est-ce que cet enfant est en train de nous montrer ? Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu, d'être accueilli ? Car une émotion n'est pas forcément un problème à supprimer. Au contraire, c'est un signal. Et lorsque ce signal est entendu, accueilli et accompagné avec justesse, il peut progressivement retrouver sa place naturelle. Voilà, ce message touche à sa fin. Il était important de diffuser ce message global. Si ces quelques mots ont résonné en toi, en vous, ou bien s'ils sont venus toucher une part, ou même chambouler dans tous les sens du terme, eh bien,
n'hésite pas à partager tes questionnements afin que je puisse diffuser d'autres vidéos plus profondes à ce sujet, ce qui m'aidera à orienter suivant la demande et ce qui est plus urgent aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à bientôt.